Retour à notre magazine de télévision. Rebonjour, bonsoir, madame, messieurs, et merci de suivre cette émission où que vous soyez actuellement dans le monde. Si vous nous suivez sur YouTube, je vous dis encore une fois merci, bonjour. Ce soir, nous recevons une vedette, et c'est le cas de le dire, une tête d'affiche, Marco. Moi, je l'appelle, en fait, on est devenus amis quelque part, Marco, mais c'est un grand nom. Qui êtes-vous, monsieur, pour commencer? Ben, Marco Cagliari, je suis un enfant de la loi 101, né à Montréal, de parents italiens qui sont arrivés ici en 1961. Enfant de la loi 101? Oui. Ça veut dire quoi, ça? Enfant de la loi 101, ça, c'est un enfant qui a fait les écoles francophones à travers une marée extraordinaire de cultures, de classes multiculturelles. Donc, le Liban, l'Haïti, le Chili, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, tout dans une classe. C'est ça, les enfants de la loi 101. On apprend la langue francophone dans nos écoles et on n'est pas ghettoisé à travers juste une culture, si je peux dire, comme d'autres l'ont vécu malheureusement, mais c'est une richesse, en fait, être un enfant de la loi 101. Et donc, ça fait de moi un francophone avec un bagage que mes parents m'ont légué, qui est italien. Francophone, j'aime ce mot. Mais moi, j'aime me faire l'avocat du diable parce que je suis francophone, moi aussi originaire de l'Afrique, en fait, du Congo. Dites-moi, est-ce que c'était très important, est-ce que c'est très important pour vous de vous identifier comme étant francophone, ou plutôt comme nord-américain, ou comme canado-italien? Est-ce que pour vous, c'est très important de vous identifier comme francophone? Je pense que oui, inconsciemment. Pourquoi? Ou spontanément, j'aime beaucoup dire italo-québécois. J'ai absolument rien de contre être canadien. C'est juste que spontanément, ça sent plus italo-québécois parce que j'ai le Québec, ma province est très, très liée à moi. En fait, ma province me fait vivre déjà. Bien sûr, oui. Moi, je suis dans les spectacles. Je fais de la musique. Bien sûr, oui. Et je vis en fait en 95% en italien à travers mon art. Donc, je chante en italien, mais je suis engagé le 3/4 du temps à l'extérieur de Montréal, ou en fait dans le Québec finalement, mais partout, de Saint-Georges-de-Beauce à Saint-Félicien, à Val-d'Or, à Laval, à Montréal, à Chibougamau, un peu partout, mais toujours en italien. Donc, donc c'est là, comment je peux dire, l'espèce de côté où j'embrasse ma province qui... Moi, je suis né à Montréal, mais je connais ma province depuis très longtemps parce que j'ai fondé un groupe de musique heavy metal qui chante en 4 langues, qui existe encore, mais moi, j'ai fait les premiers 17 ans. Un Chilien, 2 Espagnols et moi, l'italien. Et notre langue principale dans le groupe était français. On chantait en français. Déjà, dans un style heavy metal, c'est très rare, la francophonie dans l'heavy metal. C'est surtout anglophone. Et de là, à se faire engager partout dans la province, c'est pas une richesse, c'est une reconnaissance, en fait. Donc, moi, le Québec me fait vivre. Dès que j'ai parlé de vous, j'ai dit, je reçois ce monsieur dans mon émission de télévision, on me dit, wow, c'est une star, c'est une vedette, c'est pas n'importe qui, ce monsieur. Je sens que ça vous fait chaud au cœur. Oui, écoute, pour moi, vedette, je me considère pas comme une vedette, mais je suis quelqu'un de public et surtout, je suis quelqu'un qui... Moi, j'aime amener autre chose. Et, tu sais, on peut, en tant que francophone, c'est sûr que je pourrais chanter en français, mais j'aime être autre chose. J'aime amener autre chose. Et c'est pas pour contrer une francophonie, mais c'est pour comment je peux dire, un peu la pimper un peu. La pimper et y donner aussi du sens, parce que le Québec, c'est riche en culture. C'est vrai. Oui. Et moi, je suis né dans le quartier Saint-Michel et j'habite dans le quartier Saint-Michel, donc je suis conscient de tout ça. Un Montréalais pur laine. Je suis un Montréalais pur laine, exactement, et qui embrasse toutes sortes de métissages. En fait, moi, à travers ma musique, déjà, je chante en italien, sauf qu'un Italien d'Italie qui écoute ma musique, il se demande, mais d'où vient cet extraterrestre? Parce qu'on parle pas du... L'accent n'est pas le même, hein? L'accent, oui, l'accent. Les intonations. Mais déjà, en fait, en italien, quand je chante en italien, mon accent est difficile à saisir. On ne sait pas si ça vient du nord, au napolitain ou du sud. Parce que, dépendamment de comment je veux sonner, ou j'ai mon accent quand même de l'italo-québécois qui est né ici. Est-ce qu'on vous aime en Italie, avant de revenir sur le sujet pour lequel vous êtes, est-ce qu'on vous aime quand on vous entend avec votre accent?
Ou est-ce qu'on ne vous voit pas comme l'Americano qui vient ici nous snober, là? Il y a un peu de tout ce que vous venez de dire, en fait. Il y a un peu de tout ça. Parce qu'au début, en fait, premièrement, je vais briser un peu pas les tabous, mais les gens pensent que l'Italien est très festif et spontané et très, comme des gens souvent, mettons un fan à moi qui me dit « En Italie, ça doit fonctionner pour toi. » Juste parce que je chante en italien, mais non, c'est plus difficile pour moi de jouer en Italie. Je joue en Italie, mais aller chercher un public, parce qu'ils sont très cérébrales, surtout quand on chante dans leur langue, même si, parce que là-bas, on me considère pas comme un Italien, je suis, comme vous avez dit, un peu l'Américain qui débarque là-bas. Donc, ils sont dans le jugement avant tout. Mais quand ils comprennent mon histoire, ça prend 1, 2, 3 chansons et des monologues entre les chansons pour qu'ils comprennent d'où je viens et pourquoi je chante en italien. Mais là, ils embarquent. Sauf que c'est pas spontané, c'est pas tout de suite automatique. Il faut qu'ils comprennent le sujet qu'ils ont devant eux. Ouais, pourquoi bien sûr, cette espèce de chauve baraqué qui nous chante en italien, qui vient de... On sait pas de où. Alors, ça vient de... C'est ça. C'est un... Il y a un trajet à faire, mais je le fais et je vais jouer souvent en Italie. Et j'aime ça. On dirait plus le chemin est ardu, plus j'aime ça aussi. On va revenir à l'événement pour lequel vous êtes ici aujourd'hui. Vous faites du parrainage. Ouais. Et je précise ici aussi, on recherche des bénévoles par rapport à cet événement. Pouvez-vous nous en parler? Premièrement, on ne parle pas de mafia quand on parle de parrainage. On parle de jumelage. Je ne pensais même pas à ça. Non, je le sais que vous ne parliez pas, mais des fois, ça fait peur. Là. On est quand même dans l'Italie et dans le parrain. Mais bref, le parrainage qu'on parle, c'est à travers les parrainages civiques. Il y en a au-dessus de 21, il y en a 21 au Québec qui existent depuis près de 40 ans, c'est presque 40 ans. Et ce qu'ils font, les parrainages civiques, ils font du jumelage entre une personne, un citoyen bénévole et quelqu'un qui vit avec une déficience intellectuelle ou même un handicap physique. Il y a des parrainages civiques qui sont plus spécifiques. Il y en a que c'est jeunesse. Il y en a qui... bref, il y a toutes sortes de parrainages civiques et toutes sortes de filleuls, parce qu'on les appelle les filleuls. Et ce qu'ils font, c'est vraiment du jumelage, donc pour partager du temps avec ces gens-là. D'accord. Donc, aller prendre un café, aller au cinéma, aller au restaurant, aller au parc, aller voir un spectacle de Marco Cagliari, aller voir... L'idée, c'est de contrer l'isolement, en fait. Vraiment. Et surtout en déficience intellectuelle, souvent, souvent les familles sont un peu démunies parce qu'ils sont dans le train-train quotidien et veut pas, ces familles-là ont besoin d'aide, ont besoin qu'on leur offre en fait carrément des plans B ou des plans C. Et le parrainage civique, c'est extraordinaire pour ça parce que une fois qu'on est jumelé, à partir de là, il y a quelque chose qui se passe, autant d'un côté que de l'autre, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, parce que juste la première activité que vous allez faire avec votre filleul, c'est, admettons, que c'est d'aller prendre un café ou un thé au coin de la rue. Ce coin de la rue-là, ce trajet-là, ou il l'a jamais fait, ou il a peur de faire ce trajet-là. Mais le faire avec quelqu'un qui devient son ami, après 1, 2, 3 fois, inquiétez-vous pas que cette personne-là, ça gagne en confiance. Vous, ça fait des années. Oui, moi, ça fait en fait 7 ans que je suis le porte-parole de tout le regroupement, donc de tous ces 21-là. Et donc, ça fait 7-8 ans que je me promène d'un parrainage civique à l'autre. Je connais bien les membres, je connais bien les filleuls aussi. Vous m'avez parlé différentes villes de la province. On parle de... Entre autres, la Beauce aussi. La Beauce, on parle excuse-moi, des Laurentides, au Richelieu. On parle de... Mon Dieu, la Rive-Sud. Lac-Saint-Jean, vous êtes allé, non? Lac-Saint-Jean, vous n'êtes pas allé. Lac-Saint-Jean, non pas. L'Abitibi en ont un. Justement, si jamais il y a des gens motivés d'ouvrir un parrainage civique, il y a toujours place à ouvrir un parrainage civique. Il y a quand même des villes comme dans la région, Arvida, dans toutes ces villes. Mais déjà, juste sur parrainagecivique.com, si vous êtes intéressé, vous allez dessus et vous trouvez le parrainage civique dans votre région. S'il n'y en a pas, ça vous tente d'ouvrir un parrainage, allez-y. Qu'est-ce qu'une tête d'affiche? Qu'est-ce qu'une vedette? Vous considérez, et je ne sais pas, mais à chaque fois que je rencontre les têtes d'affiche, les grosses vedettes, j'ai toujours été marqué par leur humilité. Voilà. Très, très humble. Les grosses, et j'en ai rencontré, croyez-moi, même jusqu'au président des pays ou autres. Wow. Et souvent, quand je tombe sur des gros monsieur, des grandes madames, c'est des gens très humbles. Et vous, tout ce que j'ai entendu comme commentaire sur vous, dès que j'ai mentionné votre nom, on me dit, mon Dieu, on a hâte de voir ça. C'est un grand monsieur. Alors, ma question, qu'est-ce qui fait qu'un grand monsieur comme vous, une tête d'affiche comme vous, s'intéresse à justement parrainer
des personnes qui sont atteintes de déficience intellectuelle. Juste pour mieux situer nos téléspectateurs, pardon, il y en a plein qui le savent, mais il y en a d'autres qui ne le savent pas. Pouvez-vous nous éclairer un peu quand on parle ici de déficience intellectuelle? Je m'arrête là, allez-y. Ben écoutez, vite, il y a 3 raisons pour que j'ai dit oui. La première, c'est qu'ils m'ont demandé gentiment. La deuxième, c'est que moi, en spectacle, moi et le public, on devient un. Moi, je suis là pour qu'on vive quelque chose ensemble. Sinon, achète le DVD et regarde-le à la télé ou regarde YouTube. Oui. Mais donc, je suis là. Ça devient quelque chose de très inclusif. Ça vient de mes origines, ça vient de ma famille. Les Cagliari, c'est la porte ouverte tout le temps pour peu importe qui. Vous avez gardé cette tradition italienne? Oui, j'ai gardé ça. Et même, en fait, moi, mieux que ça, moi, je l'amène chez vous. Je l'amène dans votre ville, je l'amène dans votre village, je l'amène où Et ça voulez. marche? Ben oui, ça marche. Ben, je suis encore là, puis je fais encore mon métier que j'adore. Donc, c'est vraiment de vivre quelque chose. Donc l'inclusion, ça, c'est une chose importante. Et j'avais souvent une directrice du parrainage civique dans le coin de Richelieu qui venait souvent avec ses membres dans mes spectacles. Parce qu'elle savait que ses membres allaient vivre quelque chose et ça devenait aussi une activité pour les jumelés parce que c'est festif, c'est le fun, c'est au-delà de la langue, on est vraiment dans la fête, on est dans autre chose. Et donc, elle venait souvent et c'est elle qui m'a demandé, qui m'a carrément demandé, ça ne tenterait pas de devenir porte-parole pour nous. Et une troisième raison, ben moi, dans la famille, j'ai une tante qui s'appelle Celestina, qui est encore en vie, qui habite à Turin. C'est la seule des 5 enfants qui a pas pu rentrer au Canada. On parle de 1961. Mes grands-parents, quand ils ont fait les papiers pour rentrer toute la famille ici, eh bien, pour rentrer au Canada en 1960, là, il fallait être parfait. Tu étais myope, puis tu rentrais pas ici. C'était très strict. Et parfait, quasiment parfait. Oui, et ma tante avait une déficience intellectuelle. Et donc, mes grands-parents ont vécu avec ce fardeau d'avoir laissé leur fille dans un couvent à Turin, en Italie. Sauf que c'était la meilleure décision à prendre quand même parce que ma tante, elle est heureuse. Elle vit encore, elle a 83 ans. Elle est très heureuse. Toujours en Italie et vous allez lui rendre visite de temps en temps? Oui, de temps en temps. Et là, mon père et ses frères, mes oncles, ils viennent d'aller la voir la semaine dernière. Ils sont tous allés, ils ont fait une réunion de famille pour la voir. Mais moi, je l'ai vue plusieurs fois. J'ai même une chanson qui s'appelle Celestina sur mon dernier album, qui est un hommage à elle, à mes grands-parents, à mes oncles qui ont pris cette décision difficile, mais quand même qui ont vécu avec cette décision-là finalement, mais qui était la bonne aussi. Mais il faut se mettre en contexte à l'époque. Mes grands-parents qui prennent cette décision-là, t'es comme, oh mon Dieu. C'est une grande décision. C'est une très grande décision. Toute une vie qui change. Si vous voulez bien, le public, nombreux vous connaissent déjà, vous ont vu en spectacle. On voit quand même, si vous permettez, on va présenter maintenant un extrait de votre travail, de votre œuvre. Qu'est-ce que vous nous proposez? Mon Dieu, on peut aller dans l'Aventura qui est la pièce numéro 1 de mon dernier album qui s'appelle Cagliari Bang Bang, qui est un album qui souligne 30 ans de carrière, mais là, ça fait déjà 4 ans, ça va très vite, là. Donc, il faudrait que je travaille sur un nouvel album. Oui. Mais j'ai des spectacles. Donc, cette chanson, c'est une chanson des années 70 d'un auteur qui s'appelle Domenico Modugno. Et c'est un western spaghetti. Donc, je me suis donné beaucoup. Vous allez voir les vidéos. Je suis allé apprendre à faire du galop sur un cheval pour faire le vidéoclip. J'ai fait un Clint Eastwood de moi-même. Western spaghetti. Oui, les western spaghetti. C'est bon que j'apprends, là. Ah, vous connaissez pas les western spaghetti? C'est le nom qu'on a donné à la lignée des westerns faites par des Italiens, par Sergio Leone. Oui. Parce que les Italiens, à une certaine époque, dans les années 60-70, sont mis à faire des westerns, mais ils les faisaient mieux que les Américains. Okay. Et donc, c'est devenu comme tout le monde voulait voir les western spaghetti. Alors, on y va donc avec ce western spaghetti. Bon spaghetti. Mais en revenant, j'aurais une question. Allez. La pizza, origine de la pizza. Je garde ça là.
Com'è bella l'avventura, un cavallo e una chitarra, ogni punto della terra, per fermarsi o per andare. Com'è bella questa vita, senza ieri né domani, tutto il mondo fra le mani, è una voglia di cantare. E se l'amore verrà, sarò ma è più bella l'avventura, senza ieri né domani, tutto il mondo fra le mani, per fermarsi o per andare. Com'è bella l'avventura, un cavallo e una chitarra, ogni punto della terra, per fermarsi o per andare. Com'è bella questa vita, senza ieri né domani, tutto il mondo fra le mani, è una voglia di cantare. E se l'amore verrà, sarà lui. Bella l'avventura, senza ieri né domani, tutto il mondo fra le mani, è una voglia di cantare. Et voilà, madame, monsieur, nous sommes de retour à notre émission de télévision. Comme vous le voyez, ce soir, on a une tête d'affiche absolument extraordinaire. Et là, j'avais une question à vous poser. Vous avez bien précisé, vos parents sont originaires de Carbone, Italie, et personnellement, je suis un admirateur de l'Italie et même de nombreux Européens. Ma question ici, la pizza. La pizza qu'on aime tant. L'origine de la pizza. C'est même pas italien. Pardon? C'est même pas italien, la pizza. Bon, je sais même plus. Ah, moi, il me semble que c'est même pas italien. Pas plus, mais c'est même pas l'origine. Vous, c'est quoi, vous savez, de la pizza? Non, mais d'abord, vous, c'est même pas italien. Ben, il me semble qu'il n'y a même pas. Moi, je peux même pas vous dire. Qu'est-ce que vous avez entendu? Moi, ce que j'ai appris, c'est que ça se passe toujours durant une période de manque de crise, soit guerre ou crise. Bon, il n'y a presque pas à manger. Mais on mange alors les restants. Mais le pain est très important pour l'Européen et même les hommes maghrébins. Le pain, c'est la base. Alors, on prend la farine, on fait le pain et on prend les restants, ce qui pouvait rester, on met dessus. Clac, 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 au four et voilà, on mange. Question de se nourrir, c'était beaucoup plus ça. Bon, évidemment, en Amérique, ça a changé. Ils ont rajouté d'autres choses, tout ça, et ça a permis aux familles italiennes en Italie de pouvoir vivre. Quand on fabrique tous ces produits, carrément charcuterie ou autres, j'ai appris qu'il y a de nombreuses familles en Italie qui vivent grâce à ça parce qu'ils vont exporter vers l'Amérique. Ah oui, ça c'est clair, c'est clair. Il y a même une histoire comme ça d'immigration. La famille Carpinteri à Matane,
À Matane. Un Sicilien qui est débarqué à Matane et il a ouvert un restaurant dans les années 70. Et ce qui sortait le plus, c'est ses pizzas congelées. Parce que les gens, ils raffolaient de ses pizzas et ils fournissaient plus, donc il s'est mis à l'en congeler. Et là, ben, les gens achetaient. Et là, il est devenu, en fait, il a même ouvert une compagnie, éventuellement, qui fait de la charcuterie. Et c'est lui qui fait les meilleurs crotons au Québec, les fameuses, la marque La Gaspésienne, mais c'est un Sicilien qui a la marque La Gaspésienne, c'est lui qui a créé ça. S'il aurait écrit La Sicilienne, ça n'aurait sûrement pas fonctionné. Mais La Gaspésienne, et lui est encore en Matane, il fait des trucs extraordinaires. Non, je sais que vous êtes un peuple absolument débrouillard, absolument très très fort, comme on dit. Bravo. Je vais revenir sur votre carrière parce qu'on n'en a presque pas parlé. On a surtout parlé de ce gros travail que vous faites pour en fait les personnes atteintes de cette déficience. C'est tout à fait triste. Mais si on revenait un petit peu à votre carrière, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Mon Dieu, ben moi, ça fait 34 ans que je fais ce métier-là. J'ai fait du heavy metal, oui. J'ai fait du heavy metal longtemps avec un groupe qui s'appelle Anonymous. Heavy metal, est-ce que c'était en réaction? Comment? C'était en réaction pour pouvoir vous prouver à vous que vous êtes intégré? Non, même pas. Parce qu'on va dans en fait l'extrémisme. On aimait le rock tous, mais quand on va de le heavy metal, c'est vraiment dans le radicalisme, non? Ce l'est, mais en même temps, ça devient aussi une forme d'expression qui est vraiment... En fait, cette forme d'expression-là est géniale parce que on a l'impression que tout est possible. Et justement, parce que c'est pas un public, monsieur, madame, tout le monde, qui écoute ce genre-là. Qui écoute ce genre-là? La marge. Vous, en tant qu'artiste, comment est-ce que vous, en fait, définissez le public à qui vous allez présenter votre œuvre? Ah ben là, mon Dieu, dans l'heavy metal, c'est beaucoup les gens de la marge qui sont prêts à accueillir quelque chose qui n'est pas populaire. Donc, tu sais, quand c'est moins... On dirait qu'il y a des gens qui recherchent ça. Si c'est trop populaire, ils vont pas y aller. D'accord. Moi, je vais mettre de côté l'aspect populaire ou pas. Ouais. Moi, je vais vous parler comme artiste. On va parler comme artiste. Comme artiste. Comme artiste, comme tel. Heavy metal, vous allez me corriger, parce que je me trompe certainement. Je n'ai pas de connaissances, mais j'écoute comme tout le monde, depuis qu'on est jeune. Heavy metal, c'est comme s'il y a un défoulement. On joue à la guitare, mais on joue plus. On tape à la batterie, mais on va à fond, là. L'artiste peut sauter, faire... Donc, il y a comme une espèce de colère, de réaction, quelque part, des éléments qui sont enfuis depuis notre enfance, très très longtemps, que l'on sort au travers la musique. C'est vrai. Et la population réagit. Et quelle population? La population qui va là aussi, qui est prête à vivre cette vibration. Vous les voyez là, c'est vraiment quelque chose. Est-ce que c'est la colère quelque part? Est-ce que pour vous, c'était une frustration quelque part de vous sentir un petit peu rejeté, dire bon, ben, je vais faire cette musique-là pour pouvoir réagir par rapport à ça, selon vous? Ben, c'est très bien amené. Elle a vraiment une question extraordinaire parce que il y a un côté colérique où quand les choses fonctionnent pas, mais il faut que ça sorte. Bien sûr. Il faut que ça sorte d'une façon ou d'une autre. Et en même temps, qui se ressemble s'assemble. C'est vrai cet adage-là? C'est vrai cet adage-là? Moi, je trouve que oui. Moi, je trouve, ben oui, surtout dans l'heavy metal. C'est pas populaire, mais des fois, des fois, ça devient populaire parce que... Mais c'est ça, parce que quand on dit c'est pas populaire, pour moi, ça l'est populaire. Ça l'est, sauf que les médias ne poussent pas vraiment. Ils poussent par force des choses, comme, mettons, un exemple, Metallica qui vient au stade olympique, qui remplit 2 soirs. Exactement. Les médias n'ont pas le choix d'en parler, parce que c'est un phénomène. Sauf que sinon, mais tout le reste, on n'en parle pas. Alors, comment est-ce que vous expliquez qu'on parle du rap? Comment expliquez-vous que même le rap a même pris de l'ampleur, complètement? Ben justement, par la force des choses. À un moment donné, ça bascule à un moment donné parce que, justement, le besoin devient plus fort. Le rap et l'heavy metal, c'est des choses qui se ressemblent beaucoup parce que dans le rap, on peut s'exprimer vraiment, on peut aller au plus profond de soi et aller parler de la chose que vraiment les gens ont peur de parler, mais que là, on va en parler. Le heavy metal et le rap, c'est le même combat. Mais à un moment donné, ça bascule à cause de la popularité. Parce qu'il y a quelque chose ou un artiste ou une chanson ou un mouvement, il devient plus gros que ce que c'était. Ma dernière question sur cet élément-là, pensez-vous que c'est plus authentique, c'est plus original? Oui. C'est plus authentique, certainement. Parce qu'il n'y a pas de flafla. C'est de la vraie affaire. Ils n'ont pas peur, ils n'ont plus peur en fait, ils font pas ça pour remplir une case. Ils font ça pour remplir
un sentiment. Donc, c'est pas pareil. Remplir des cases dans la musique populaire, c'est facile, là. Oh, faut que je chante 85% en français, ou faut que ça soit radiophonique. OK, on coche. On le fait, on va chercher une subvention et tac. Mais là, on est ailleurs, là. Comme faire de la musique du monde. La musique du monde, je fais pas ça pour des subventions, parce que ça, je suis pas gâté en subvention. Je fais ça parce que pour moi, c'est ma façon de remercier mon bagage, ma culture que mes parents m'ont léguée. C'est ma façon à moi et je suis pas le seul. Et c'est un exemple que je veux donner à autant le Congolais que le Mexicain, que le Libanais. C'est important de garder, d'amener son bagage et l'ouvrir, tu sais, puis parce que on arrive tous de quelque part. Dites-moi, de nombreux jeunes hommes, jeunes femmes qui vous regardent aujourd'hui avec admiration et moi-même le premier. Dites-moi, pour vous, cette réussite, parce que pour vous, c'est une réussite quand même. Vous ne pouvez pas nier que vous n'avez pas réussi. Vous ne pouvez pas nier que vous êtes une grande vedette. Vous êtes une grande vedette et ça, je le confirme. Je le confirme, certainement. Merci, mais dites-moi, quand on est une grande vedette comme ça, vous voyez des jeunes qui arrivent, que ce soit dans des communautés italiennes, communautés africaines, haïtiennes, des nombreux jeunes qui rêvent, mon Dieu, qui rêvent de devenir des vedettes dans la musique ou dans le domaine qui les passionne réellement. Pour vous, quand vous avez commencé, est-ce que ce fut le cas? Avez-vous pensé réellement qu'un jour, moi, je vais devenir la grosse tête d'affiche? Non. Non, pas du tout. Non. Et pourquoi vous l'avez fait? Je l'ai fait parce que je suis quelqu'un qui suit son instinct et je remplis pas de cases, moi. Alors, je vais où le vent me mène. Quand j'ai pensé à faire de la musique italienne, je le faisais pour moi et je me suis caché longtemps. Vous cachez oui. de votre culture, de votre identité, de votre vrai moi? Non. Je me suis caché dans le sens que j'écrivais en italien mes chansons et j'interprétais des chansons assez politiques comme les Bella Ciao et des trucs comme ça, mais aussi la chanson napolitaine parce que c'était ma façon aussi de m'éduquer aussi à travers la culture musicale et de là écrire en même temps que j'interprète. D'accord. Mais longtemps, ce processus-là, je me cachais. J'étais dans ma petite chambre sur la 22e Everett. Et un moment donné, c'est ma copine en 1999 qui m'entend au loin. Je dis, qu'est-ce que tu chantes là? Ah, c'est rien. Non, mais c'est quoi? Montre-moi. Fait que là, j'y joue avec des grands yeux. Elle fait, je dis, ben voyons, c'est génial. Il faut que tu sortes ça, il faut que c'est ça. Mais là, moi, un peu gêné dans mes trucs, OK. Ouais. Fait que là, je me mets à prendre un peu de galon d'elle, un peu de confiance. Oui. Et finalement, je sors un petit démo. Ce démo-là se ramasse dans les mains de Belle et Bomme ou de Chantal Joly, à l'époque, qui faisait une émission extraordinaire au Canada. Madame Joly, oui. Et de là, me faire faire... Là, je me fais donner de l'argent pour aller à la radio. Hein? OK. Je peux gagner mon pain avec ça. Mon Dieu, OK, là, ça t'inspire aussi. T'es comme, mon Dieu, ça peut devenir... Bien sûr, ça peut devenir, mais de faire des shows au Bobar, au Lion d'Or, des places un peu partout. Mon Dieu, l'ancien temps. Même au Balatou, M. Touré qui m'engage, et plein de monde. Et de là, tu réalises que tu rentres dans une communauté. Oui. La musique du monde, c'est une communauté, c'est une famille. C'est une grande famille. Justement, vous en parlez. Moi, j'avais d'autres questions, mais vous m'avez complètement mélangé. Vous êtes très intéressant, monsieur. La musique du monde. Les musiques du monde. Oui. Là, vous avez touché un élément qui... Dites-moi, pensez-vous qu'il y a réellement une place? Et j'irai encore beaucoup plus loin. On parle des musiques du monde. Pourquoi est-ce qu'on nous parle des musiques du monde? Pour moi, c'est comme si on enlevait juste le mot tiers. Tiers monde. Le musique, le reste. Il y a nous. Il y a nous, qui sommes des vrais humains, qui avons la vraie musique, et il y a le reste qu'on a appelé musique du monde. Ouais. Alors, ma question ici, sincèrement, est-ce que vous y croyez-vous? Moi, j'y crois. Profondément. Ce que vous avez dit, c'est super intéressant parce qu'il n'y a jamais assez de place pour les musiques du monde. Okay? Mais il y en a, parce que je suis une preuve que ça existe. Et je suis capable de jouer partout où il y a de la musique du monde et où il n'y en a pas. Et peut-être que je peux servir comme un wagon parmi tant d'autres qui peut continuer à
à construire cette rail-là parce qu'il y a des festivals au Québec, les festivals des rythmes du monde à Chicoutimi, qui existent depuis des lunes. Là. Il y a des festivals des traditions du monde à Sherbrooke. Il y a un nouveau festival de musique du monde en Beauce, à Saint-Georges-de-Beauce. Il y a une forte immigration latino-américaine depuis quelques années. Oui, c'est fascinant. À Saint-Georges? À Saint-Georges, mais c'est beau, là, c'est génial. Et justement, la fille qui a pensé au festival, elle s'est dit, on peut pas juste leur offrir du folk, country, pop québécois. Il faut aller plus loin. Elle a créé le solstice d'été. C'est génial. C'est un festival qui s'appelle comme ça. Donc, il y a de la place et il faut pas abandonner. Les gens qui pensent, que je ferai pas de la musique du monde, il n'y a pas de place. Non, faites-le. On a besoin. Il faut empiler les projets de musique du monde. Vous êtes en train d'encourager tous ces jeunes-là qui vous écoutent là ce soir. Je vous encourage. Prenez votre culture, métissez-la. Métissez-la au maximum. Ça, c'est le mot-clé, le métissage. Il faut le métisser avec votre terre d'accueil, mais en gardant votre bagage culturel. Moi, je travaille là-dedans. Je suis même allé en 6 albums solo. Mon 4e album, je sentais qu'il y avait un gap entre la culture italienne et la culture québécoise. Puis là, je parle autant en Italie que ici. L'italien d'ici ne connaît pas son Québec. Puis ça, je dis ça, je veux pas être péjoratif, mais c'est ce que moi, je vois dans ma culture italienne. Pourquoi, ici. selon vous, il ne connaît pas son Québec? Parce qu'il reste dans son coin ici, à Montréal? Il faudrait 3 autres émissions pour ça. Oui, bon, d'accord. Parce qu'on parle de loi 101, on parle de bulles, malheureusement, des bulles dans des bulles dans des bulles. Oui. Et moi, je suis un peu un extraterrestre dans ma communauté. Je chante en italien, mais quand je suis devant un public italien, d'ici, je suis un extraterrestre. Il y a une génération qui vont adhérer à ce que je fais, mais il y a une autre génération qui vont faire comme « C'est qui ce mec? Pourquoi il chante en italien? » Et donc, moi, mon public n'est pas italien. Il y a plein de monde, puis je le remercie à tous ces Italiens-là qui me respectent beaucoup et qui viennent me voir en spectacle, mais c'est une minorité de mon public, puis j'aimerais ça que ça soit plus gros. Oui. Mais on va les inviter, venez, certainement. Venez mais je suis fier, j'ai été souvent le porte-parole de la semaine italienne, qui est maintenant le Italfest. J'ai été souvent, puis avec beaucoup de reconnaissance et d'autres trucs aussi, mais mon public n'est pas italien au Québec. Et donc, pour revenir à le métissage, c'est qu'en 2013, j'ai pris 11 auteurs québécois et je les ai traduits en italien. Et ça, on parle de La Bolduc jusqu'à Offenbach, en passant par, les colocs, en passant par Georges d'Or. Oh là 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 là! La Bolduc aussi. Sur un plateau d'argent, on va dire d'or. Et bref, c'est que j'ai traduit des monuments de la chanson québécoise pour que l'Italie comprenne ces monuments-là et comprenne pourquoi on parle de la Manique, et pourquoi on parle de Frédéric, et pourquoi on parle de Julie, et pourquoi on parle de Lindbergh. Quand on dit que les cultures, c'est tellement très important. Je dois vous dire merci, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Mais juste avant de terminer, j'aimerais vous laisser avec le mot de la fin, nous revenir un petit peu avec ce parrainage-là, et on va aussi terminer avec un extrait vidéo que vous allez commenter. Alors, pour le parrainage, on termine avec ça. Mais pour le parrainage civique, allez, si ça vous intéresse d'être jumelé en tant que citoyen bénévole et une personne qui vit avec une déficience intellectuelle ou handicap physique, allez sur parrainagecivique.com, trouvez un parrainage proche de chez vous et vraiment, ça vaut la peine. Il y a il y a plus de 800 filleuls qui sont en attente. Est-ce qu'il y a des critères pour ceux qui viennent? Oui, il y a des critères certainement, mais vous allez passer à travers tout ça avec le parrainage civique. Ils vous prennent en main. Et c'est sûr que du jour au lendemain, on ne devient pas parrain ou marraine. Il faut passer à travers un processus. Même moi, en tant que porte-parole, j'ai passé à travers un processus. Je suis moi-même parrain aussi. Et bref, donc, moi, je vous incite à donner un peu de votre temps. Et ça, il y a une chose que j'ai pas parlé. En famille, il n'y a rien de plus merveilleux que de donner le temps à un filleul, mais en famille, montrer l'exemple à vos enfants, c'est magique. Parce que de toute façon, vous faites des activités en famille. Et pourquoi pas inclure un filleul à travers ces activités-là? Bien, je vous dis encore une fois, grand merci. Merci. On termine avec quel extrait?
On va terminer avec Celestina. Celestina, qui est la chanson que j'ai écrite pour ma tante, justement. Oui, oui. Et qu'on a fait un lien avec le parrainage civique, bien sûr. Mais c'est vraiment un beau vidéoclip qu'on s'est permis de faire, qui représente beaucoup aussi le quartier Saint-Michel en même temps. Franchement, bravo, félicitations de penser à votre tante et on la salue chaleureusement. Certainement. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Ngaka. Merci. Celestina, Celestina, non ti girar verso quel mar. Non mi guarda, non dimenticar. Mamma ti vede, ti deve sognare. Celestina, Celestina, tu che mi dai la forza di andare. Ti voglio bene, ti voglio baciare. Papà lavora per te, vedrai. Celestina, Celestina, non ti scordare di noi, ti amiamo. Fratelli di cuore, nel cuore tu stai. Sorridi